Rebonjour à tous et toutes. On va enchaîner du coup pour la table ronde de jeux vidéo, un avenir dégenré. Mais avant toute chose, je suis accompagnée pour cette table ronde de Anna Bressan. Tu es directrice artistique, enseignante, game artiste et autrice. Tu es également représentante de l'association Women in Games et plus précisément de Morgane Falaise qui en est la présidente. Tu voulais faire un petit discours avant de commencer la table ronde. On t'écoute. Alors déjà, est-ce qu'on m'entend bien? Mais c'est parfait. Et merci Camille. Donc oui, je me présente Anna Bressan. Donc je suis directrice artistique, slash enseignante et également membre de l'association Women Games France. Je me fais aujourd'hui la voix de Morgane Falaise, présidente de l'association dite Women Games France, et également marraine de l'événement, le festival Spawn. Alors malheureusement, elle ne peut pas être des nôtres aujourd'hui, mais je la sais très honorée d'être marraine de cette première édition. C'est un événement incroyablement important pour l'industrie et qui réunit tant de personnes passionnées par le jeu vidéo dans un seul endroit. En effet, les jeux vidéo sont devenus un moyen important de rassembler les gens et de créer des communautés, comme on a pu l'entendre si souvent au cours de cette matinée. Les jeux vidéo ne sont pas seulement une forme de divertissement, ils peuvent être également une source d'inspiration et d'apprentissage pour les jeunes générations, tout le public d'ailleurs qui est présent ici, mais pas que. C'est d'ailleurs ce qu'essaye aussi de mettre en avant ce festival. Donc, la vocation du festival, c'est mettre en lumière les jeux vidéo indépendants, engagés, avec un message, susciter la réflexion par les jeux vidéo ou par les prises de parole. Au nom de l'association Women Games France, nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet événement. Le CNAM Henchmin, So Games, l'association des professionnels du jeu vidéo en Nouvelle-Aquitaine. Oui, en particulier, nous remercions les organisateurs, Indira, Axel, merci. Entre autres, bien sûr, je ne vais pas citer tout le monde parce que là, nous n'avons pas le temps et nous ne sommes qu'au milieu de la journée, mais voilà. Les sponsors, les fabuleuses animatrices, merci Camille, dit Queen Apple sur les réseaux, Osmosis Corp pour ceux qui savent. La régie, un grand merci. Et bien sûr, les bénévoles, étudiants, sans leur dévouement et travail acharné en coulisses, eh bien, ce salon ne serait pas le même. Nous remercions également tous les participants, les exposants et les visiteurs. Merci à vous qui avez pris le temps de venir aujourd'hui. Votre présence est un témoignage de l'importance de l'industrie, du jeu vidéo, des métiers et de l'impact qu'elle peut avoir sur notre vie au quotidien. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anna et merci à l'association Women in Games en général d'avoir participé à cet événement. En plus de Anna Bressan, j'ai donc également pour cette table ronde Jessica Benoni-Solaire. Tu es doctorante en sociologie, spécialisée dans les usages du numérique à l'université Toulouse Jean Jaurès, autrement dit le Mirail. Bah, c'est mon université, je sais. Et également Virginie Mosser, tu es scénariste, narrative director chez Ubisoft. Merci à vous trois d'être venus sur cette table ronde aujourd'hui. Aujourd'hui, qui est un jour important, puisqu'il y a eu non seulement une étude IFOP sortie le 27 avril qui parlait du sexisme dans le jeu vidéo. Pour vous la résumer globalement, ça va pas du tout. Mais également, je crois que c'était hier, il y a eu un streamer assez important qui a réussi l'exploit incroyable de faire une petite table ronde sur son live pour se posant la question le monde du gaming est-il sexiste, accompagné de non pas un, non pas deux, non pas trois, 4 autres hommes cis. Donc bravo à lui, vraiment félicitations. Si j'avais un trophée, il serait pour lui. Nous, on va commencer cette table ronde par revenir sur un événement très très important du jeu vidéo que peut-être les plus jeunes générations ont oublié, parce qu'on en parle de moins en moins. Il s'agit du Gamergate. Alors, qui veut commencer par nous faire le petit historique de cet événement assez tragique pour la place des femmes dans le jeu vidéo? Désigné.
Oui, il y a un bouton sur la tige, en haut, le gris. Non, la tige la plus large, yes. Bonjour. Alors, le Gamergate, on part de 2012, hein, si mes souvenirs sont exacts, avec deux femmes qui sont au cœur d'une grande polémique controverse, on va dire ça comme ça. Une blogueuse qui s'appelle Marlar, qui s'appelle toujours Marlar, c'est son pseudo. Et de l'autre côté de l'Atlantique, côté Canada-États-Unis, on a Anita Sarkeesian qui fait des vidéos pédagogiques sur le sexisme dans les jeux vidéo. Marlar écrit des articles, Anita fait des vidéos. Je les désigne par leur prénom pour que ce soit plus facile pour moi à prononcer. Donc ces deux femmes décident de dénoncer finalement, de critiquer le sexisme dans les jeux vidéo, que ce soit à l'intérieur des jeux vidéo, dans les représentations, les mécanismes de jeu, ou dans le milieu en lui-même, avec par exemple la dénonciation de violences qui sont faites dans les compétitions de jeux vidéo, etc. etc. Donc elles vont proposer finalement une critique qui va prendre différentes formes et elles vont tout de suite être confrontées à une vague de harcèlement, de backlash, on appelle ça comme ça dans le milieu féministe, et ça va être compliqué pour elles d'exister dans ce monde-là, et finalement le sexisme s'est mis à jour d'un coup, enfin il était là, hein, mais personne n'en parlait, et c'est grâce à ces deux femmes que ça va être mis à jour, et ce qui est intéressant de voir, c'est les réactions qui ont fait suite à cette grande controverse qu'on appelle le Gamergate. Merci beaucoup. Oui, il me semble que c'était ça, oui. Et il faut savoir qu'il y a eu, une vague qui a continué à se répandre pendant très 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 longtemps. Et il y a encore aujourd'hui des hommes, essentiellement des hommes, qui défendent, se disent de ce côté-là du Gamergate. Vraiment, oui, ils avaient raison. Enfin bref, c'est assez saisissant. Je voulais qu'on revienne sur 2 ou 3 définitions, notamment la masculinité. Qu'est-ce que c'est pour vous? Attention, je vous rappelle qu'il y a des gens qui doivent partir avant 15h. Oui, c'est bon, tu as bu. Masculinité. Alors, bim. Tu veux que je te donne une définition de la masculinité? Pour toi. Toxique ou pas? Parce que... ça peut faire partie de la... ça peut être un dérivé de la définition de base, ouais. Moi, peut-être que je pourrais le résumer comme tout l'aspect nauséabond de toute discussion où on parle de genre. Donc dès qu'il y a une discussion autour de essayer de déconstruire quelques privilèges que ce soit, je verrais ça comme une montée de bouclier et une agression qui est rapidement toxique par les arguments qui sont tout de suite montés, tels que les hystériques qui nous agressent, les femmes qui vont tout le temps se plaindre de ne pas avoir de place. Moi, je le vois comme ça. Après, faut faire très attention parce que ce qui est masculin n'est pas problématique. Et ça, c'est hyper important. C'est une partie d'une catégorie de la population qui va se sentir agressée dans sa masculinité, qui va réagir de façon toxique et qui va empêcher plein de gens, mais pas seulement des femmes, des personnes non binaires, des personnes transgenres, de pouvoir elles aussi avoir une place dans l'espace public, dans une certaine industrie, parce que ça dépasse évidemment le jeu vidéo. Donc voilà comment je pourrais le définir en 3 minutes. C'est vraiment franchement, une question bravo. Très piège. Désolée. J'ai une autre question piège pour Cool. Jessica. Et bim. Jessica, dans ta thèse, tu parles de bizutage de genre. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que tu peux définir un peu ce qu'est le bizutage de genre? Alors, ma thèse fait 350 pages à la base. Alors, le bizutage de genre, c'est une grosse partie, donc merci. C'est sympa. Et je voudrais juste rebondir sur ce que tu disais, le côté de la masculinité aussi. Moi, je rajouterais que c'est la construction aussi de la masculinité. Comment on apprend à être un homme ou à être une femme? Il n'y a pas de breaking news. On ne naît pas homme, on ne naît pas femme, on le devient. Vous le savez. Oui, donc dans cet apprentissage de la masculinité, on nous apprend à être un homme ou une femme, et derrière, il va y avoir des caractéristiques qui vont se construire socialement. Mais tout ça est construit socialement, bien évidemment. D'où l'importance de le déconstruire.
Bisutage de genre. Alors moi j'ai utilisé ce concept-là que je crois que j'ai inventé. Si c'est pas le cas, parce qu'on fait ça quand on fait une thèse, on invente des concepts, hein, c'est un peu à quoi on sert. Sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Le bisutage de genre, je m'en suis servi. Est-ce que vous connaissez la série Stranger Things? Je vais prendre un exemple. Hein. Je me suis beaucoup servi du personnage de Max. Ben Max, dans Stranger Things, dans la saison 2, elle subit un bisutage de genre. C'est un petit peu ça. C'est une excellente joueuse de jeux vidéo et qui, au fur et à mesure de son adolescence, va grandir. Donc, elle va passer ses journées dans la salle d'arcade pour finir au centre commercial avec sa copine, à acheter des vêtements et à manger des glaces. Je n'ai rien contre ça, hein, mais on voit qu'il y a, au fur et à mesure où elle grandit, hein, des injonctions, on appelle ça des obligations, hein, pour trouver un autre terme, qui vont se poser à elle et elle va changer. Et le bisutage de genre, c'est ça. C'est comment, finalement, les femmes, les minorités de genre, à un moment donné, hein, je m'en suis servi dans l'exemple des jeux vidéo, hein, vont arrêter leur pratique, vont la freiner. Hein. Souvent, on me dit, mais pourquoi les femmes n'ont pas le même niveau que les hommes? On ne comprend pas pourquoi. Je vais m'énerver. C'est très simple en fait. Il suffit de regarder les trajectoires de vie hein, et à un moment donné, ce bisutage de genre fait que les femmes et les minorités de genre vont freiner leur pratique et jouer moins. Et c'est ce qui fait qu'à l'âge adulte, il y a un petit peu un gap qui se crée, hein, même si ce gap est tout à fait relatif et on pourra en reparler. J'ai pas de définition piège pour toi, Anna, je suis désolée. Je voulais, du coup, maintenant qu'on a défini quand même des concepts qui me semblaient un peu importants pour revenir sur le Gamergate, je voulais savoir comment le Gamergate avait touché les travailleuses au global, en dehors des deux personnalités principales, on va dire, qui ont été, pour le coup, agressées en fait, et harcelées pendant des mois au moins. Comment est-ce que toi, tu travaillais déjà dans le jeu vidéo à cette époque-là et comment ça t'a touché? Ou est-ce que tu étais en études? Alors à ce moment-là, moi je sais que j'étais encore en études et en toute jeune étude. Hein. Pour le coup, je venais d'intégrer l'école. J'en avais pas plus entendu parler que ça, mais j'y étais confrontée de toute façon quand j'ai intégré le milieu du travail parce que eh bien, ça fait un peu partie de notre actualité. Et puis quelques années plus tard, nous avons eu MeToo. Donc finalement, tout se rejoint. Je dirais que ça a permis de libérer une certaine parole, déjà de prime abord, et surtout de mettre en exergue ce phénomène-là qui était très... caché jusqu'à maintenant, enfin caché, qu'on s'entende, hein, tout le monde pouvait le voir, mais jusqu'à maintenant, on ne prenait pas parti parce qu'on considérait ça comme la norme, cette fameuse norme. Il me semble qu'il y avait beaucoup de chuchotements, comme on dit, il y avait beaucoup de chuchotements de femme à femme, notamment chez les travailleuses et sûrement chez les joueuses et les streameuses, je pense peut-être pas en 2012, mais ça se savait, comme on dit, mais c'était pas officiel pour tout le monde, quoi. Oui, c'est exactement ça. Donc, il y a quand même une certaine parole qui a commencé à se libérer, mais on n'avait pas encore tout ce qui était, malheureusement, soutien. C'est venu plus tard, et même au moment de MeToo, hein, ça commençait, mais voilà, en fait, on a perdu, je pense, et là, on commence à le retrouver, une certaine sororité. On a beaucoup été mis, malheureusement, aussi en concurrence, nous les femmes. Alors, beaucoup de choses sont dues à cela, phénomène sociétal, hein, bien sûr, mais je trouve qu'on a quand même commencé à renouer ça, et il ne faut pas oublier aussi que le jeu vidéo, c'est un secteur qui est relativement jeune, et qui a mis du temps à s'institutionnaliser. Merci. Donc, pour le coup, là, c'est bien, on s'est organisé. Il y a pas mal d'associations qui ont vu le jour, pas mal de groupes de parole. On a aussi pu voir bien des groupes fermés, privés, s'ouvrir pour les femmes, réservés aux femmes. Ce contre quoi, enfin, on a pu aborder ce sujet-là avec, par exemple, des compétitions réservées aux femmes. Moi, je ne suis pas forcément pour, surtout qu'il y en a beaucoup qui mettent ça sous l'appellation jeu vidéo au féminin. Ce n'est pas... Le jeu vidéo est non-genré, qu'on se le dise, mais pour l'instant, il y a besoin de ça sans pour autant fermer les autres compétitions à toute forme ou toute personne, en fait, qu'elle soit de sexe féminin ou autre. Virginie, moi, je t'ai connue engagée sur le féminisme avant de savoir travailleuse du jeu vidéo. Qu'est-ce qui est venu en premier, du coup? Est-ce que tu as été... tu travaillais déjà dans le jeu vidéo pendant le Gamergate ou je pense. S'il est vert, c'est bon. Non, parce que déjà, en 2012,
j'étais déjà vieille. Donc, j'étais vraiment ouais, ça faisait 12 ans que j'avais le bac à peu près pour vous situer. Donc, non, j'étais scénariste toutefois et j'étais scénariste dans la BD. Donc, et j'écrivais aussi pour la télévision et pour des séries. Bon, bref, j'étais déjà dans l'écriture. Et je venais à peine d'être maman, donc de mon premier. Donc j'ai suivi toutefois, parce que j'étais joueuse, je me souviens de m'être dit que c'était super. Alors c'est une super réaction, mais c'est comme MeToo en fait. J'ai ressenti à chaque fois cette rumeur qui gronde un peu et qui moi m'exalte, parce que je me dis que à partir du moment où il y a de la colère et il y a une place dans les médias et dans la presse pour ce genre de sujet, et que ça devient un sujet. Si ça devient un sujet, ça veut dire que ça suscite l'intérêt des gens, et l'intérêt, c'est ce qui fait avancer, c'est ce qui fait que aujourd'hui, par exemple, parce que j'ai l'impression qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet en tant que joueur et joueuse, mais aussi il y a le sujet en tant que créateur et créatrice et de gens qui travaillent dans l'industrie. Moi, je vois que ça m'a ouvert quand même des opportunités, puisque il y avait personne à des niveaux de direction. De direction d'équipe, de management, etc. Et je trouve ça hyper important, parce qu'aujourd'hui, à mon échelle, moi, j'embauche des équipes. Du coup, l'engagement féministe, il me permet aussi de faire une différence à ce niveau-là. Donc c'est vrai que voilà, moi, je suis venue aux jeux vidéo beaucoup plus tard, mais mon engagement est là depuis que je me suis fait emmerder au collège parce que j'étais une fille. Donc on monte dans les années 90, que vous n'avez peut-être pas connu. Donc voilà. Alors oui, je me permets juste de rebondir. Alors je suis désolée parce que ça te fait une super transition pour parler des joueuses, mais en fait je dirais que le Gamergate, en substance, ça a beaucoup parlé et développé la parole dans le milieu professionnel, surtout dans le milieu journaliste de la presse. Mais le MeToo qui a suivi quelques années plus tard, lui, ça a parlé au grand public. Et donc, ça a plus touché, forcément, parce que quand ça a un impact sur le grand public, tout le monde voilà, a son avis. Et eh bien, ça a aussi plus de poids vis-à-vis, sur les studios, sur les éditeurs, sur les grands groupes. Et donc, là, il faut réagir. Il faut donner le change. Et bon, alors, que ce soit imposé ou pas, nous, voilà, le résultat est le même. Donc, mais là, c'est vraiment une action globale. Oui, une fois que tout le monde le sait, tu peux plus cacher la poussière sous le tapis. Donc, quelque part, il fallait que ça sorte. Donc, tant mieux. Effectivement, je me suis demandé si... Forcément, est-ce qu'après le Gamergate, alors à part Virginie qui s'est dit « Ah, ça a l'air trop cool de travailler dans le jeu vidéo, je vais y aller », est-ce qu'après le Gamergate, il y a eu... moins de femmes qui ont voulu s'engager dans le jeu vidéo? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? Ou en tout cas, est-ce que ça a impacté peut-être les étudiantes de l'époque qui se sont dit ouais, en fait, j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie d'y aller. Ceux qui créent un cercle vicieux, puisque moins de femmes travaillent dans le jeu vidéo. Oui, Jessica? Moi, je peux parler du côté des joueuses, puisque mes travaux portent sur les joueuses. Il y avait différents types de réception. Il y en avait qui étaient dans l'opposition, de dire ah non, je ne vais pas trahir mes amis, parce que la plupart des joueuses Breaking News jouent avec leur conjoint, pluriel, hein, conjoint ou ami, hein, un cercle essentiellement composé d'hommes. Donc je ne veux pas les trahir, je ne veux pas aller contre eux, parce qu'elle lisait le Gamergate comme une accusation des hommes, même si c'était ça, hein, mais elle le prenait de manière intime, dans leur cercle intime. Mais autre type de réception, il y a aussi des joueuses qui ont, j'ai écrit un article là-dessus, ont décidé de prendre cette critique, de la lire, de mettre des mots sur quelque chose qu'elles ressentaient au quotidien, donc ça a été quand même assez salvateur pour elles, et de proposer d'autres types d'initiatives. Par exemple, de créer sa propre équipe de jeu avec ses propres règles, chose qui était impossible avant, impensable pour elle, parce que être la chef d'une guilde ou d'une équipe, c'est prendre des responsabilités, c'est se mettre en avant. C'est des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire quand on est une femme, hein. On ne se met pas en avant, on ne prend pas les responsabilités. On n'a pas été éduqué comme ça, on ne le fait pas. Donc voilà, essayer de faire ça.
ou carrément aller dans des détournements de jeu. J'ai aussi des exemples comme ça dans mes travaux. Mais ce type de réception-là est intéressante parce qu'on voit que ça a fait des choses. Ça a mis des mots sur une réalité. Et ça, pour ça, c'est important. Oui, pardon, j'ai fait tomber mon stylo, ça y est, je suis perdue. Peut-être Virginie, par rapport à l'industrie toujours, ce sont ce genre d'événements et l'ambiance globale de l'industrie qui font qu'il y a une vraie sous-représentation des femmes dans l'industrie du jeu vidéo. Oui, tu en sais quelque chose. Est-ce que toi, au quotidien, tu travailles avec beaucoup de femmes ? Est-ce que c'est encore très masculin, les studios de jeux vidéo ? Alors, côté écriture, du coup. Spoiler, grave. Ceci dit, moi, j'y ai vu une opportunité. Et en fait, elle est là, l'opportunité. Et elle est là aujourd'hui et je la vois. Parce que, alors, évidemment, de nombreux scandales par la suite, notamment dans l'entreprise dans laquelle je travaille, Ubisoft, ont mis en lumière effectivement potentiellement des ambiances de travail qui étaient toxiques. Beaucoup de gens se sont interrogés, beaucoup de studios se sont interrogés sur comment on pouvait faire évoluer les choses. Pas toujours parce qu'ils étaient fer de lance du féminisme, mais aussi pour ne pas être attaqués en justice, par exemple. Et du coup, il y a eu des groupes de travail et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a beaucoup d'hommes, il y a peu de femmes, il y a peu de femmes qui veulent prendre en charge des équipes, qui s'excusent dès l'entretien d'embauche. Et je me suis dit, mais c'est super parce que, encore une fois, très bizarrement, c'est une opportunité à saisir et la voie, elle est là. Par contre, il faut prendre en main les choses. Donc du coup, moi, quand je suis arrivée, effectivement, j'ai eu de la chance parce qu'ils recherchaient justement une directrice. Ils avaient en tête quelqu'un de défini et je correspondais aux critères qu'ils avaient en tête. Mais maintenant, c'est à mon tour d'embaucher, de créer des équipes. Et évidemment que j'ai ça en test. Alors, je ne fais pas l'inverse, à savoir... du coup, je vais embaucher que des femmes. Non, c'est vraiment ça. Parce que après, on pourrait débattre de ce qu'est la discrimination positive, etc. Je me suis juste rendu compte que si on met 10 hommes cis blancs qui viennent du même milieu dans une salle, ou si on met 10 femmes cis blanches qui viennent du même milieu dans une salle, moi, ce qui m'intéresse, et c'est mon métier, c'est de créer des histoires. Les gens ont souvent les mêmes biais à partir du moment où ils sont du même genre, qui ont fait les mêmes études, etc. Donc moi, ce que je cherche, c'est de la diversité. Donc l'objectif, quand je construis des équipes, et par exemple, en ce moment, je suis sur un nouveau jeu, et je me dis, OK, qu'est-ce qui va être le plus riche ? Il me faut vraiment des personnes qui ont des parcours très différents, des personnes qui m'apportent des choses. Je pense aussi aux personnes seniors, qu'on embauche peu. Et c'est une vraie réflexion et une gymnastique à faire de moi-même, essayer de ne pas favoriser un profil plutôt qu'un autre parce qu'il me ressemble, parce qu'on a aussi nos biais qu'on peut être féministe et se dire non, je ne veux pas créer de nouveaux carcans. En fait, c'est tentant. C'est tentant de n'embaucher que des femmes comme moi, grande gueule, militantes, machin, etc. Et en fait, d'un point de vue créatif, et c'est là où j'apporte une nuance, c'est pas intéressant. Et si déjà ce que je peux partager avec les personnes qui se lancent dans ces métiers-là, pensez toujours que plus il y aura d'opinions divergentes et de personnes qui viennent d'un autre monde que le vôtre, plus votre jeu ou votre histoire va être riche et intéressante. Donc vraiment, je pousse toujours les gens à essayer de réfléchir, mais pas que au sexe, à l'orientation sexuelle, au genre, mais penser aussi à l'âge, à l'origine sociale. Ça, c'est autant de différences qui font que vous croyez que ça ne se verra pas dans le jeu, mais en fait, ça se sent. Ça se sent que ça a été réfléchi, débattu et challengé. Pardon, j'étais un peu longue sur le sujet, mais, c'est hyper important, en tout cas pour moi, à transmettre sur
comment on fait une bonne histoire. Déjà, on est une équipe de Tortues Ninja différentes. Yes. Voilà. C'est ce qui fait la force des Tortues Ninja. Ouais, Du coup, tu es Shredder. Enfin, tu es... Non, le rat, j'ai oublié son nom, mais... Splinter. Ouais. Splinter. Maître Splinter. Excusez-nous. Je voulais juste te faire rebondir, d'ailleurs. Il faut aussi que ces personnes se sentent bien et puissent s'exprimer au sein de ton équipe. Est-ce que toi, tu as des astuces ou qu'est-ce que toi, tu fais? Est-ce que tu es très attentive à ça est-ce que cette personne se sent assez bien pour pouvoir s'exprimer si quelque chose ne va pas Je suis un peu trop. Ah. Mais ça, c'est un biais de manager, d'être trop maternante. Il faut faire très attention aussi à ça. Splinter est comme ça. Hein, donc, non, mais en vrai, faut faire attention parce qu'effectivement, ça reste des rapports de collègues. Et si on met un peu trop justement d'écoute, d'empathie, etc., ça devient compliqué d'évaluer, par exemple, quelqu'un parce qu'on ne veut pas lui faire de la peine, etc. Bon, bref. Donc ça, c'est un autre biais de management. Mais par contre, effectivement, j'ai été hyper surprise parce que là, je me rends compte de plus en plus dans les entretiens d'embauche que je mène que les gens, par exemple, vont me parler de leur santé mentale, ce qui n'avait jamais lieu il y a encore 3 ans. Ce que je trouve super, me parle de neuroatypie, me parle on se demande rapidement quel pronom utiliser. Je présume pas que quelqu'un est une femme ou est un homme en face de moi. Il y a plein de choses qui se passent aujourd'hui qui sont hyper intéressantes, qui parfois me font passer pour une boomer parce que je ne vais pas assez vite et que je me dis « Ah mais c'est complètement rétrograde ce que je viens de poser comme question parce que j'ai assumé que la personne était monogame par exemple parce que voilà, c'est comme ça que j'ai été élevée, construite, etc. Donc je déconstruis et je pense que tout le monde le fait chaque jour. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a une mise en place en tout cas dans ma société, pour le coup, de pôles diversité et inclusion, d'ERG, donc d'organismes pour, par exemple, on a une ERG qui est de toutes les personnes noires chez Ubisoft et on va avoir des ERG de personnes transgenres et qui débattent autour... il n'y a pas de débat, mais qui parle beaucoup de comment évoluer au sein de l'entreprise. Bref, ce qui est génial aujourd'hui, et j'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir, ce qui se passe dans le métier et qui est très surveillé quand c'est des grosses boîtes. Je ne sais pas comment ça se passe dans les petits studios. Et moi, ça m'enthousiasme pour l'avenir. Après, comme toujours, il y a énormément de boulot à faire parce qu'il y a des frictions avec la génération d'avant qui dit que c'était mieux avant, parce que c'était plus simple avant, etc. Mais pareil, ça c'est... Il suffit de parler et de communiquer et ça se passe bien. Je pense que la communication sera toujours la clé de ce côté-là. Anna, tu voulais peut-être transmettre quelques chiffres Oui, ça va être le point chiffre. Pour parler concrètement des effectifs féminins, en tout cas affiliés féminins dans les studios. Donc là, en 2014, nous étions 10,6% de femmes dans les studios. Et à l'heure actuelle, en 2020, nous sommes 22% de femmes et 26% de femmes dans les écoles. Donc il y a un changement qui arrive. Ah pardon, ces données, elles sont issues du CEL. Le CEL, si vous ne connaissez pas, c'est l'organisateur d'événements tels que la Paris Games Week. C'est le syndicat des éditeurs de logiciels le loisir. Exactement. Voilà, en France. Et donc il sort un baromètre chaque année pour nous tenir un petit peu au courant de l'actualité du jeu vidéo en France. En outre, bien là, la place de la femme dans le jeu vidéo. Et donc, il y a une certaine montée. Comme l'a dit si bien Virginie, les équipes tendent à se féminiser, pas gratuitement évidemment, mais en tout cas, les personnes concernées sont là maintenant, elles sont impliquées dans les équipes. Donc, ça arrive doucement mais sûrement. Il y a une ancienne génération qui elle est un peu plus récalcitrante et c'est normal parce que c'est générationnel aussi. Il faut bien composer avec la culture et la société que la personne avait quand elle a connu, qu'elle a intégré ce milieu-là qui était essentiellement masculin parce que le jeu vidéo était aussi associé à ça, ou en tout cas la société l'a associé à l'homme.
En tout cas, voilà, il y a un renouvellement qui arrive, il y a des effectifs féminins qui arrivent, donc il y a une mixité qui va arriver doucement mais sûrement. Et du coup, tous ces combats-là, finalement, bien, je pense qu'on passera au suivant parce que là, on est sur la mixité, mais après, il faudra parler inclusion. Mais bon, combat par combat. Voilà, c'était ma petite minute. Point. C'était l'instant chiffre. Mais d'ailleurs, on va rester un petit peu avec toi, Anna, sur l'évolution positive justement du milieu quand même, parce qu'il faut vous donner un petit peu d'espoir, et nous aussi. Ça avance quand même, vous sentez que ça avance, mais même si c'est long et lent. En fait, tout changement de comportement est long de soi. Hein. Je sais que les actions que là, on peut faire avec l'association Women Games France, elles ont une répercussion sur les jeunes générations. Donc là, pour l'instant, tout ce qui va être sensibilisation au collège, au lycée, ça sera dans 10 ans, le temps qu'ils intègrent des postes et que ce soit des postes aussi de fonction, de haute fonction. Parce que, on peut avoir la plus grande motivation du monde si on n'a pas le pouvoir, qu'on s'entende, si on n'a pas l'autorité suffisante pour appliquer ces valeurs, il n'y aura pas de changement. Mais moi, j'ai toute confiance en l'avenir là-dessus parce que déjà, le fait qu'il y ait plus de femmes, de facto, dans les équipes, alors là, les problèmes de représentation, ça va changer. On va avoir moins de clichés en termes d'écriture, en termes de représentation, en termes même de discussion au sein des équipes. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui vont amener du changement parce qu'il y a les générations suivantes qui ont été déjà sensibilisées. Oui, et surtout qui ont maintenant ces termes-là que tu as pu citer, elles sont déconstruites, elles savent ce qu'est un biais, qu'est-ce qu'est un biais, comment on l'a intégré, elles se questionnent et il y a énormément de documentation qui sont accessibles. Il y a beaucoup plus aussi de visibilité sur les médias, on en parle et on n'est plus en fait à cette époque où le jeu vidéo c'est violent, nanani, nanana. Là on en est à vraiment les questionnements, comment améliorer la situation. Bon, rien que ça, c'est bien de changer un petit peu, d'amener une parole différente. Justement, j'allais te demander, Virginie, peut-être juste avant, la dernière question avant que tu t'envoles, parce qu'il est bientôt moins 10. Voilà. Je sais voler. Elle sait voler. Désolé. Donc une équipe, tu parlais d'équipe d'hommes cis blancs dans une salle, n'écrira pas la même histoire, ni les mêmes personnages. Non. Qu'une équipe de femmes cis blanches, qu'une équipe de personnes beaucoup plus variées dans ses origines. Ouais, c'est sûr. Alors c'est un fait et j'ai testé. En fait, je l'ai vu avec mes équipes. Non, je voulais juste, tu vois, tu parlais d'évolution. Moi, je vois que effectivement, il y a beaucoup plus de femmes dans l'industrie. Par contre, des femmes à des hauts postes avec des gros salaires, tranquilles. Vraiment, je m'estime faire partie de ces personnes-là. Et par contre, je vois que, donc en haut on va dire si c'était une pyramide et que quelles femmes sont là-haut, ça reste des femmes blanches, des femmes qui ont plus de 40, 45 ans. Voilà. Et ces femmes-là expliquent souvent en off leur ascension par le fait qu'elles ont dû se comporter, je les cite, comme des hommes, et ont tendance à un peu minimiser le fait que ça va, c'est juste un milieu un peu masculin, etc. Donc très peu de représentation de femmes féministes de plus de 40 ans, racisées, qui voilà. Donc moi, j'ai un discours qui est positif et qui voit l'avenir de cette façon-là, mais quand même, juste pour remettre le fait qu'il y ait plein de femmes dans l'industrie, ça oui, qui soient à la tête d'une équipe et qui soient payées de la même façon que les hommes sont payés, etc., etc. On n'en est pas encore tout à fait là, et moi, je pousse vraiment les femmes à être très ambitieuses et il y a de la place. Vraiment, c'est juste qu'effectivement, on parlait de sororité, la concurrence et la façon dont on a été élevé
beaucoup de femmes parce que effectivement les femmes sont très souvent mises en concurrence. Hein, c'est soit t'es Beyoncé, soit t'es Rihanna. Enfin, c'est l'exemple qui me vient de façon flagrante parce qu'à chaque fois qu'on dit moi j'adore Beyoncé, quelqu'un va te répondre moi je préfère Rihanna et je me dis à quel moment on les a mis en voilà. Bon, c'était Christina Aguilera et Britney Spears à mon époque. Bon, il y a toujours il y a toujours deux femmes voilà qu'on va mettre en concurrence. Par rapport à la création, ce que je vois, c'est que faire une histoire, c'est quelque chose de très émouvant. Ça demande beaucoup de soi. Ça demande, on met beaucoup de soi. Et donc, du coup, on a très peur de voir cette histoire s'éloigner de qui l'on est. Et c'est pour ça que je pense que ça a été très difficile pendant longtemps pour beaucoup de gens de le partager avec des pères qui ne seraient pas des pères qui leur ressemblent. Donc du coup, moi, évidemment, j'ai de la tendresse pour ces hommes qui s'accrochent, parce que j'ai de la tendresse parce que je vois ce qui se passe. Ça fait très peur, le changement. Moi, je travaille en ce moment sur l'IA narrative, donc du coup, je le vois bien, je vois les mêmes comportements se reproduire de on va être remplacé, c'est ce qu'on disait aussi quand Photoshop est arrivé, parce que j'ai assisté à la naissance de Photoshop. Donc, on disait ah non, mais plus personne saura dessiner, plus personne. Voilà. Donc, faut savoir aussi prendre du recul, s'ouvrir à la diversité et voir ça comme vraiment un outil créatif. Et vraiment, je vous le dis, hein, même dans la vie de tous les jours, fréquentez le plus de gens différents possible et interrogez-vous sur c'est vrai que j'ai pas l'occasion de rencontrer des personnes racisées, par exemple. On est voilà, dans des mondes où il y a beaucoup de cette idée de on traîne entre nous. Donc, les parents font à peu près les mêmes jobs, on gagne à peu près les mêmes choses, etc. Donc, il faut pouvoir, quand on embauche, demander au RH aussi d'arrêter de nous présenter des profils exactement de la même école. Voilà, moi, je suis hallucinée, j'ai les mêmes CV tout le temps et je me dis, non. Donc, on va chercher ailleurs. Moi, parfois, je fais appel sur Instagram parce que je me dis, pourquoi pas. Et j'ai déjà embauché des personnes via un autre canal parce que je sais que c'est pas si évident que ça. Donc, je pousse les gens à être un peu aussi acteurs de leur carrière et de ne pas se dire ah mince, je suis une femme, je ne vais pas y arriver, ou mince, je suis une minorité, je ne vais pas y arriver. Parce que je vous assure qu'il y a des gens qui embauchent et qui sont intéressés par la variété des profils. En tout cas, n'hésitez pas, moi, à me contacter parce que je suis toujours à la recherche de profils passionnés et différents du mien. Merci Virginie. Et du coup, en écrivant ces histoires qui sont différentes, en donnant des représentations différentes au travers des jeux vidéo, les joueuses vont également s'abreuver d'histoires, peut-être même de gameplay qui seront complètement différents. Et ça va changer, elles aussi, leur perception d'elles-mêmes, du jeu vidéo, du monde. Je voulais te faire rebondir dessus, Jessica, sur cette idée que plus les jeux seront différents. Mais déjà, originellement, dans les jeux vidéo, c'est une culture à la base qui est un petit peu parallèle, critique. Il y a quand même cette force-là au départ des jeux vidéo. Donc, quand on est une femme et qu'on décide d'être passionnée, le revendiquer, l'assumer et aller jusqu'au bout, c'est qu'on n'est pas tout à fait une femme comme les autres, de fait. Et ça, les joueuses le disent. Hein. Je suis pas comme les autres. J'allais dire Britney Spears, mais non. Laissons-la tranquille. Elle est super en plus, ouais. Sur Instagram, c'est un peu compliqué en ce moment. Mais bon, bref, c'est un autre débat. Elles sont un peu à part, elles se définissent un petit peu comme ça. Hein. Donc oui, ce discours-là, hein, Camille, je suis d'accord, elle va avoir de l'impact sur elles. Elles vont évoluer, et la critique va les abreuver, etc. Mais après, je suis d'accord avec ce que disait Virginie, on est toujours dans le même constat de finalement qui envoie des CV et qui ose se projeter dans ce milieu-là, essayer de faire changer les choses.
Moi, je vois un petit studio de développement de jeux queer, mais ils sont 3, ils ont du mal. Ils essaient de produire des narrations et du gameplay qui est un petit peu différent de ce qui est largement proposé. Mais c'est vrai que c'est toujours une initiative qui peine un peu, qui patauge, mais elle est là. Donc c'est pour ça quand même qu'il faut être positif dans le sens où il y a une offre, surtout avec les jeux indépendants maintenant, il y a une offre qui est là, mais même dans les grosses maisons d'édition, on propose des narrations et des histoires qui permettent à des personnes qui ne sont pas des hommes cis, blancs, hétérosexuels, parce que c'est ça aussi, ça n'a pas assez été dit, de se projeter dans le jeu vidéo, de trouver des personnages qui leur ressemblent. Et ça, je pense que c'est indispensable et on est sur la bonne voie. Après, il y a encore énormément de chemin à faire et il faut qu'on tienne bon ensemble. Enfin, je le dis de manière assez salvatrice. Allons-y, continuons, parce que quand on dit qu'il y a des avancées, souvent on le voit dans le mouvement féministe, il y a des avancées, hop, du coup ça retombe un peu comme un soufflet. On s'appuie sur nos acquis, ça. Il y a Women in France, il y a des formations qui sont là pour aider les femmes à prendre la parole, ça j'avais trouvé ça fantastique. Donc il faut continuer, des personnes comme Virginie, il faut continuer comme ça et pas lâcher en fait. C'est quand on lâchera qu'on perdra, mais il faut continuer et ça passe par vous. Wow. C'est presque terrible de se dire qu'on a les gants de boxe à vie, quoi. Oui, Virginie, Ouais. Je veux juste, parce que je veux l'avoir dit avant de partir, parce que je surveille aussi l'heure. Il y a aussi, je pense, dans la salle où les personnes qui vont regarder, des gens qui créent des personnages dits féminins ou des hommes. Moi, je trouve ça important quand on crée un personnage, et c'est maintenant une discipline à laquelle moi j'essaye de faire très attention, de me poser des questions de l'ordre de qui j'offense avec ce personnage, à quel cliché je réponds, parce que maintenant on part du tout au tout, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de construire une femme féminine parce qu'on trouve ça offensant. Quand j'entends féminine, c'est féminine dans l'appellation qui est faite aujourd'hui de qu'est-ce que la féminité, c'est-à-dire si j'ai envie d'avoir un personnage d'une jeune femme blonde qui est plutôt mince, qui va être maquillée, en fait c'est pas un problème d'être blonde, mince et maquillée. C'est pas non plus un problème d'être une femme grosse, d'être une femme très menue ou voire très maigre. J'ai pas du tout envie qu'on crée de nouveaux clichés. J'ai pas du tout envie qu'on surreprésente ou sous-représente et qu'on décide que on va être comme dans un manichéisme comme Daria, où on va avoir alors Daria, elle a des lunettes, elle est en colère, elle est intelligente, elle est fâchée, et toutes les jeunes filles qui sont cheerleaders sont des connes. Moi, ça me pose en fait problème. Je vois pas souvent de gens critiquer Daria, donc je fais attention. Mais en vrai, on peut interroger Daria là-dessus, sur le problème de la sororité, et à partir du moment où une jeune femme va s'intéresser aux garçons, au maquillage et au cheerleading, elle est moins chouette qu'une fille qui va s'intéresser à la lecture, aux jeux vidéo, etc. Donc juste faites attention, et ça c'est un truc hyper important, à aimer vos personnages et à vous dire est-ce que je suis sympa et pas trop vache avec. Et dans les vilains qu'on construit, faites attention à ce que ce vilain soit plus subtil que c'est le méchant mascu ou c'est la méchante féminazie, etc. D'ajouter un peu plus de subtilité. Et je pense que plus les jeux vidéo sont subtils, plus on est pris et on se dit « Ah putain, je l'avais pas vu venir » ou oh, « Je me suis attachée à ce personnage alors que je le détestais au début », etc. Je pense qu'il y a des très bonnes références aujourd'hui qui montrent justement un peu plus de subtilité dans l'écriture. Évidemment, on va citer Last of Us parce que bon, voilà. Mais en vrai, en soi, il y a des leçons au niveau de la construction des personnages, et c'est hyper important. Et comme j'étais là pour défendre les histoires et l'écriture, voilà, je voulais l'avoir dit au moins. Mais c'est limite... Oui, tu voulais dire quelque chose, Anna ? Un dernier chiffre pour la route. C'est notre Madame Chiffre. Exactement. Moi, j'aime bien les chiffres, c'est concret. Donc là, en France, nous sommes actuellement 49% de femmes à jouer contre 51% d'hommes. À vrai dire, c'est un chiffre qui est en constante balancement. L'année d'avant, en 2020, c'était
2020, ouais, parce qu'il y a eu 2 ans d'écart entre les deux collectes de données. Mais voilà, en 2020, c'était 52% de femmes, et là, on est 49%, mais voilà. Tout ça pour dire que nous sommes autant d'hommes que de femmes à jouer, et que dans l'industrie, bien, ça arrive doucement mais sûrement. Camille, Oui. étant donné qu'il reste quelques minutes, nous avons une question en ligne. Notamment au sujet de la thématique dont parlait Virginie. Donc, merci à Mike Alves. Il a une question à vous poser, notamment en termes de scénario. Pourquoi ai-je l'impression que les femmes fortes sont obligatoirement lesbiennes? Et à contrario, pourquoi ne voit-on pas d'hommes forts gays? Hyper intéressant et complètement intéressant à découper tous les stéréotypes. Évidemment, on va avoir des grands clichés de genre. Il y a des appropriations qui sont faites. Donc effectivement, femmes fortes, donc lesbiennes, puisque tout le cliché autour de féminisme, rejette les hommes, n'aime pas les hommes, sont attirés sexuellement par les femmes. Voilà. Il y a eu des raccourcis qui ont été faits et qui sont très facilement compréhensibles par le grand public. On identifie, voilà, j'ai dit grand public, j'ai adoré. On peut applaudir ce moment, c'était quand même super. J'ai aimé ce moment. Donc du coup, c'est ce que je vous disais quand on écrit une histoire, essayer de se dire, est-ce que je suis le cliché de quelque chose? Est-ce que la femme geek a forcément... et là, on déroule toutes les femmes geeks qu'on a pu voir dans les séries de NCIS, etc. Pourquoi elle est gothique, pourquoi elle est comme ci, pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle a les cheveux comme ça, etc. Et se dire, bah non, en fait, moi, en rôle de femme geek, pourquoi pas mettre... Et tout d'un coup, on a Emrata. Voilà, Émilie Ratajkowski, qui n'a rien à voir dans l'imaginaire avec les femmes geeks comme on peut le voir, et se dire que on pourrait avoir autre chose. Et c'est pour ça que je bouscule un peu en disant Émilie Ratajkowski, parce qu'elle représente une autre partie du féminisme, mais elle est très militante, effectivement, et en même temps, elle est absolument normée pour plaire à un public d'hommes qui n'est pas particulièrement féministe. Donc moi je suis vraiment, et ça c'est je pense l'objectif de sororité absolue, pour inclure toutes les femmes et tous les hommes et même toutes les personnes non binaires, et en essayant de les faire correspondre à aucun cliché, ce qui est hyper dur. Donc il faut juste se dire, ok, si je dois faire une femme chercheuse, quels sont tous les clichés de la chercheuse que j'ai, et comment je vais aller absolument à côté, et je vais proposer une femme chercheuse différente. Voilà. Est-ce qu'il faut qu'on te laisse t'envoler, Virginie? Il me semble que oui. Est-ce qu'on a d'autres... On peut prendre une autre question, mais il n'y aura pas Virginie, c'est juste le... Oui. Twitter, Instagram, partout. Je voulais juste revenir sur la question en ligne des femmes fortes lesbiennes. Il y en a 2 dans les jeux vidéo. Faut se calmer aussi un petit peu quand même. Hein. C'est pas non plus... voilà, une femme forte, elle est forcément lesbienne. Regardez Lara Croft. Dernière nouvelle... ça se discute aussi. Non, mais assumer lesbienne, il y en a vraiment pas beaucoup, quoi. Voilà. Bah, moi, celle qui m'avait choquée, c'est ce que je disais à Anna avant, c'est pas dans le jeu vidéo, c'est dans Game of Thrones. Cersei, dès qu'elle gagne du pouvoir, elle se met à avoir des relations lesbiennes de domination en plus avec des femmes. Donc il y avait vraiment ce côté dominante. Et dès qu'elle est dominante, elle passe du côté homme, selon l'hégémonie, enfin selon la culture hégémonique, au niveau de sa sexualité. C'est très très étrange. On n'a pas de questions du coup dans le public pour nos 2 participantes qui restent. Bah, il va me rester simplement à vous remercier. Non, j'ai vu du mouvement, mais c'était pas ça. Merci beaucoup à vous 3 d'avoir participé à cette table ronde, d'importance toujours, malheureusement, mais effectivement, ça évolue néanmoins dans le bon sens, lentement, mais un jour, sur ce panneau, il y aura écrit autre chose que 0, j'espère. Merci à vous d'avoir écouté également. La prochaine table ronde, ce n'est pas moi qui l'anime, c'est Héloïse. Ce sera sur le handicap et le jeu vidéo, donc n'hésitez pas à y participer. Et
je vous reprécise également que vous avez jusqu'à 18h pour voter pour le prix Jeune Talent, pour voter pour un jeu vidéo. Vous pouvez tous les tester en bas. Ce sont les 3 jeux qui sont disponibles en bas. À 19h, donc il y aura la cérémonie de remise du prix Jeune Talent 2023, présentée par Epic Games, soutenue par Ubisoft Bordeaux, le Polymage Magélis. Voilà, vous votez par SMS et tout se passera très bien. Ayez confiance en vos votes. Faites-vous confiance. Merci à toutes et tous et on se retrouve d'ici 10 petites minutes.